De la mythologie à l'alchimie, zoroastrisme, l'oiseau Saïna et Simorgue. Bon, peut-être l'oiseau Simorgue, vous avez peut-être entendu parler de lui, il est beaucoup plus connu en Occident. L'oiseau Saïna est largement inconnu par tout le monde, et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un oiseau zoroastrien. Il y a une affinité et un héritage direct entre l'oiseau zoroastrien Saïna et Simorgue, et vous allez dire: «Mais qu'est-ce que ça fait là, dans l'alchimie?» Eh ben, vous allez voir, il y a une relation. Cette fresque, on la retrouve au musée de Tachkent. Tachkent, c'est la capitale de l'Ouzbékistan et on retrouve là-bas les traces des anciens habitants de l'Ouzbékistan qui sont les Sogdiens. C'est une tribu perse. Les Sogdiens avaient pour particularité d'être, les commerçants de la route de la soie. C'était eux qui dominaient la route de la soie. Donc tout ce qui passait par l'Asie avant l'arrivée de l'islam, c'était les Sogdiens, tribu persane et ça date de l'Antiquité, bien sûr. On retrouve sur cette fresque sogdienne, mmh, très ancienne, comme vous pouvez voir, le simorgue en question sur les vêtements et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer en faisant un petit zoom. OK. Alors si vous regardez là, en flouté, je vais essayer de l'agrandir encore. Voilà, vous voyez une espèce de tête ici avec 2 pattes. Est-ce que vous arrivez à le voir? OK, je vais l'agrandir encore, même si c'est flouté, c'est pas grave. Une tête avec 2 pattes et ici des ailes. Voilà, il y a une langue ici qui sort et ça, c'est important parce qu'elle va être beaucoup plus claire après et vous allez vous reconnaître cette image de l'oiseau dans les autres illustrations que je vais vous présenter. OK, attendez, je dézoome, hop, on dézoome, voilà. Alors donc fresque sogdienne, ici, vous avez la trace de l'oiseau, enfin l'ancêtre de l'oiseau simorgue. C'est pas ça, hein, ça c'est un autre oiseau, mais c'est celui-ci. On descend et le voilà. C'est le même. Vous avez la tête, l'espèce d'aile qui était présentée et les 2 pattes. C'est le même. Là, on est chez les Sassanides, l'empire sassanide. C'est une pièce archéologique qu'on retrouve dans les musées aujourd'hui, hein, et ça, c'est important également, cette espèce de cercle qui entoure l'oiseau simorgue, on va le retrouver partout. Je vous montre, regardez bien, les 2 pattes, la tête et cette espèce d'aile. Mmh. On redescend et vous voyez bien que c'est la même, c'est l'oiseau simorgue. On descend et là, ça devient plus clair. Une très, très, très belle pièce archéologique, voilà. C'est un plateau sassanide, donc empire perse. Les Sassanides sont l'empire qui existait avant l'islam, hein. L'islam, lorsque, il est arrivé sur la scène de l'histoire, ce sont les Sassanides qui existaient à cette époque-là et ont été balayés par, les conquérants musulmans de l'époque. Voilà. Donc vous voyez bien la tête, les 2 pattes et encore cette forme d'aile et la langue qui est une langue de feu. Ça, c'est réellement, l'image du simorgue et vous voyez bien encore ce cercle qui l'entoure, comme on l'a présenté tout à l'heure. C'est l'ancêtre du simorgue. Maintenant, on va voir les traces dans les textes. Avesta, qui est le texte sacré des Zoroastriens, voici la source et comme je vais vous envoyer la bibliographie, eh bien vous allez, heu, si vous achetez ce bouquin-là, l'Avesta, vous pourrez vous référencer à ça pour retrouver la source. Voici ce qui est dit dans cette partie-là. C'est un hymne, hein. Nous vénérons Vitrarna, créé par Haura. Vitrarna enveloppe le Hrvarna, lumière de gloire. Je vais expliquer tout, hein, vous inquiétez pas. Cette maison, pour la richesse du bétail, de même que ce grand aigle, Saena, de même que ces grands nuages de pluie, dissimule les montagnes par sa splendeur. Bon, lu comme ça, on comprend pas trop, parce qu'on n'a plus les références de cet hymne-là. Mais je suis là pour ça, je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer. Premièrement, on va commencer par
Haura. C'est Ahura Mazda, c'est le dieu créateur dans le zoroastrisme. On va voir Vitrachna, l'Urfarna et le grand aigle qui est ici, le Saina. On va voir ça maintenant. Les anciens textes zoroastriens accolaient à côté du nom Saina le mot oiseau, Marara, puis l'orthographe évolua pour donner le nom Sen, Muru, et enfin le perse Simurg. Donc le terme Simurg est d'origine sassanide Sen-Muru, lui-même provient de l'Avesta Saina. Donc vous avez l'étymologie exacte avant qu'on l'on joue sur le mot de Simorg. Hein, là, c'est l'étymologie. Simurg veut dire et provient de Saena. Voilà. Donc le grand aigle que vous voyez là, c'est Simorg, si on le remplaçait. Donc on a déjà Haura Mazda et on comprend qui est ce Saena, c'est le Simorg. C'est un aigle, voire un faucon. Alors, entre le faucon et l'aigle, il n'y a pas une très grande différence dans les sources. Qu'est-ce qui se passe avec cet aigle? Il est auréolé du Hvarna. On va voir ce que c'est. Hein. Soit du pouvoir absolu du Dieu créateur, Haura, lequel rayonne d'une lumière intense. Alors, première note, le Hvarna, dans le zoroastrisme, c'est un pouvoir absolu qui est imagé par une lumière intense. Et cette lumière intense, qui est notée ici une lumière de gloire, bien, par quoi est-elle signalée dans les textes zoroastriens? Par l'auréole que vous voyez ici, là, hein, qui entoure cet oiseau. C'est l'auréole de gloire, c'est l'auréole du Varna. Je vous le remontre, qui est ici également. Voilà. Ça, c'est l'auréole de gloire. C'est une auréole solaire hein, du Dieu créateur qui symbolise justement hein, ce Varna divin. Et maintenant, on fait un bond en arrière avec Hérodote. Hérodote, le père de l'histoire, 5e siècle avant Jésus-Christ, disons. En Grèce ancienne, Hérodote mentionne plusieurs fois les griffons dans son ouvrage Enquête. Au livre 3, il rapporte une tradition selon laquelle des griffons vivent près des gisements d'or importants situés au nord de l'Europe, ce qu'on va appeler l'Asie centrale, les peuples scythes. Les peuples scythes. Alors les Scythes, c'est le peuple des steppes. Le peuple des Arimaspes, des hommes qui n'ont qu'un œil, doivent combattre ces griffons pour leur arracher l'or. Et dans le texte de Hérodote, le Saina devient le griffon. Donc, nous sommes en face d'un oiseau dont l'influence a été immense depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Il possède mille et un noms, changés par son étymologie ou bien par un attribut. Hein, et on remarque qu'on le connaît, ce Saina. Mais on le connaît sur différents aspects. On le connaît à travers le terme griffon, simorgue, à travers l'oiseau roc chez Sinbad, et ainsi de suite. Et c'est le même oiseau. Ici, l'oiseau de feu père s'assimile au sphinge grec, parce que les griffons vont s'assimiler au sphinge grec et au sphinx égyptien. Ça aura une importance dans l'alchimie plus tard, ça, cette assimilation. Plus tard, ce croisement, et là, vous allez voir encore comment ça marche l'histoire, se mariera à nouveau avec un autre oiseau mythique venu d'Égypte, cette fois-ci, le phénix. Et là, vous avez un nexus immense, historique et symbolique. Vous avez des sphinges liés au sphinx, vous avez le griffon, vous avez le simorgue de la culture mystique persane, vous avez le saina de la culture zoroastrienne, et tout ce que l'on vient de dire avec le phénix, l'oiseau de l'immortalité et de la résurrection. Les traces du phénix sont égyptiennes, certes. Hein, eh bien, le saina, c'est le phénix zoroastrien. Le simorgue, c'est le phénix zoroastrien. Maintenant, regardez bien ce qu'on voit là. C'est un arimaspe et un griffon sur une amphore d'époque grecque. Maintenant, le védisme, l'oiseau Chiena.
Oui, oui, ça sonne comme Saina. Est-ce que c'est la même étymologie? Shiana est décrit comme étant l'oiseau de lumière qui déjoue tous les efforts des gardiens du soma, hein, la boisson divine, la boisson de l'immortalité, c'est l'hydromel ou l'ambroisie du védisme, ça s'appelle le soma, et s'empare du nectar divin. Et le zoroastrisme connaît cette boisson et l'appelle Haoma. Haoma, soma, même étymologie, hein. Exactement comme Garuda dans les textes ultérieurs. Donc Garuda prendra plus tard les traits du Sheyana. Vous allez voir qui est Garuda plus tard, hein. Toujours, toujours, doucement, doucement. L'oiseau zoroastrien, l'Indra zoroastrien, pardon, s'assimile au Veritrahna zoroastrien, le héros. Indra, le fameux dieu du tonnerre, hein, dont l'étymologie se rapproche de Indra, tueur de Vitra. On n'a pas vu l'étymologie de Veritrahna tout à l'heure. Eh bien là, vous l'avez. Ça se rapproche du sanskrit Vitrahan, qui est l'attribut de Indra, tueur de dragons, ou Indra, tueur de Vritra. Vous voyez? Donc Vretrahana, c'est l'Indra zoroastrien. Par conséquent, si vous saisissez bien où je veux en venir, dès qu'on parlera d'Indra, il faudra penser à ce héros ou cette divinité-là zoroastrienne. Indra porte ce nom-là en sanskrit aussi. Vitrahan, Veretrahana, c'est la même étymologie. Indra, tueur de Vitra. Et qu'est-ce que veut dire Vitra? Vitra, ça veut dire obstruer, obstacle. Voilà ce que ça signifie. Indra, tueur du dragon Vitra. Et le dragon Vitra veut dire le dragon qui met un obstacle. Tout ce qui met obstacle, en fin de compte. Dans le Rig Veda, Shiyana est un nom du dieu du tonnerre Indra. Vous voyez, hein, c'est la même chose dans le védisme, hein. Il est nommé Indra Shiyana. Cette image donnera naissance à Indra qui chevauche Garuda. Donc Shayana deviendra Garuda. Et plus tard, dans l'hindouisme, cette fois-ci, bien Indra sera remplacé par Vishnu. Et on découvrira dans les illustrations hindoues Vishnu qui chevauche Garuda. Et on va le voir après tout ça. Et derrière ça, bah, c'est Indra et son oiseau Shiyana, qui ne sont que la version védique de Vretrahana et son oiseau Saina. Et le voici, le voici. Vishnu et le Garuda. Hein, vous voyez bien que c'est une tête de faucon encore, hein. C'est un oiseau d'or, un oiseau de feu, un oiseau divin. Il se révèle à la lumière de gloire, hein, c'est une lumière de gloire tout ça. Il se révèle à ceux qui le méritent, bien sûr. C'est les rois, les princes, les grands yogis et tout ça, hein. Donc, l'oiseau de feu, Shayana, se nourrit de l'arbre cosmique, lequel répond à la construction et au rituel du feu de l'Agni Kayana. Cet oiseau que nous sommes s'envole du plan terrestre, tel Agni, enfant, et devra se nourrir de lait, soit de prana, afin de croître. Donc, petite clé mythologique et symbolique. Dans le zoroastrisme et dans le védisme, souvent, il y a des offrandes de feu, de lait, pardon, excusez-moi. Et le lait, dans ces deux religions-là, symbolise le prana, la nourriture intérieure, pour nourrir le feu enfant. Parce que c'est encore un enfant à ce moment-là, le premier feu. Il doit croître, ce feu-là. Shayana se couvre de différents noms au cours du process, car l'énergie qu'il contient appelle à lui un type de chakra, lequel dévoile un loka, c'est-à-dire une dimension en particulier. Il y a 7 lokas, dimensions, comme le Zoroastrisme conçoit qu'il y a 7 Keshvar, royaumes. De strate en strate, de chakra en chakra, de loka en loka, chaque dieu et créature qui réside dans chaque plan lui apparaît, tandis que lui-même se manifeste selon des noms et des formes qui correspondent au type de plan avec lequel il entre en contact. Lorsqu'il aura traversé les 6 sphères de l'univers, il atteint le dernier,
Et c'est alors qu'il subit son ultime transformation. Il devient le dieu soleil au zénith, celui qui brille de tous ses feux, dont le chiffre 1000 symbolise cette ultime et dernière étape. Il s'assoit sur son trône, tel le maître de l'univers, sur l'arbre cosmique. Il devient Brahma, lui-même assis sur son lotus aux 1000 pétales, d'où le nom du dernier chakra, Padma Sahasrara, c'est le nom du septième chakra, qui veut dire lotus, Padma, aux 1000 pétales, Sahasrara. Le nom du dernier chakra, le septième, s'intitule en français lotus aux 1000 pétales.